Bonjour. Cette présentation intitulée Les systèmes complexes en santé publique, notions, enjeux et illustrations a pour objectif de cerner les principaux concepts liés aux systèmes dits complexes dans la pratique de la santé publique. La présentation traitera de deux composantes importantes, la complexité dans l'épidémiologie des maladies et deuxièmement, la complexité dans l'organisation des fonctions de santé publique. Dans un premier temps, nous nous pencherons sur le schéma conceptuel de l'épidémiologie de l'infection par la bactérie E. coli productrice de virotoxine, un type de bactérie virulente pouvant produire une toxine semblable à celle produite par la bactérie responsable du choléra. Nous verrons par la suite une reformulation plus réaliste du schéma conceptuel pour l'épidémiologie de cette infection et l'application des principes relatifs au système complexe adaptif vis-à-vis cette conceptualisation. Les souches de E. coli productrices de virotoxine, telles que la souche O157H7, ont été découvertes au début des années 80. Et durant les 2 décennies suivantes, plusieurs toxi-infections alimentaires ont été associées avec la consommation de hamburgers insuffisamment cuits. On parlait de la maladie du hamburger. Dans un but de prévention et de contrôle, le schéma conceptuel de l'épidémiologie de cette nouvelle infection se résumait à les bovins sont principalement porteurs de la bactérie. Lors de bris sanitaires dans le processus de transformation, la bactérie peut contaminer la viande, et lorsque cette viande est insuffisamment cuite avant la consommation, les individus exposés peuvent être malades. Cette conceptualisation linéaire du problème présente plusieurs avantages. Elle permet premièrement d'identifier clairement les parties prenantes impliquées, les producteurs, les transformateurs et le public, et elle permet aussi d'élaborer des plans de contrôle associés à chacune de ces étapes et valoriser et discuter les politiques d'intervention près de la source, en amont du problème, ou près des personnes malades, en aval du problème. Cette conceptualisation du système, présentant un nombre restreint de composantes bien identifiables, linéairement connectées les unes aux autres, est encore appliquée dans nos programmes actuels de santé publique. L'infection par le E. coli producteur de virotoxine a été désignée à déclaration obligatoire au début des années 90 au pays. Durant ces années, plusieurs améliorations notables ont été faites dans le secteur de la production et la transformation afin de réduire les risques à la santé publique provenant de bactéries de ce type. L'implantation de normes standardisées et de pratiques de gestion basées sur un modèle rigoureux d'analyse du risque ont été faites durant cette période. Par contre, l'analyse des tendances temporelles et géographiques des infections par le E. coli producteur de virotoxine en Ontario nous montre, pour cette période, une certaine constance dans l'incidence de cette condition, une saisonnalité marquée et un patron hétérogène de la distribution spatiale de l'occurrence, ces faits supposant un effet mitigé des efforts de contrôle mis en place et une influence peut-être sous-estimée de l'importance des déterminants sociaux et géographiques dans l'épidémiologie de cette maladie. Walkerton est une petite municipalité d'environ 5000 habitants du centre-ouest de la province de l'Ontario au Canada. Au printemps de l'an 2000, près de 2500 personnes sont tombées malades et 7 sont morts suite à la consommation d'eau contaminée par la bactérie E. coli O157H7 et Campylobacter. La flambée de cas de gastro-entérite à Walkerton constitue encore aujourd'hui une des plus grandes tragédies au Canada de maladies infectieuses de type zoonotique. En plus des débats sociaux et politiques qu'a soulevé la tragédie de Walkerton, l'événement vient renforcer le besoin pour les experts scientifiques de revoir le schéma causal de la maladie du hamburger et de considérer conjointement plusieurs voies de transmission, dont la voie hydrique, la voie alimentaire et la transmission de personne en personne, ainsi que des facteurs humains et politiques dans l'explication des causes de la tragédie. Dans le schéma de conceptualisation, l'addition d'une ou plusieurs composantes qui agissent en parallèle constitue un rapprochement notable vis-à-vis les connaissances actuelles de la transmission du E. coli infectant la population et la notion de causalité multifactorielle incluant des facteurs sociaux. En fait, lorsqu'on compile les données de surveillance des infections déclarées de cette maladie, on se rend compte de plus en plus que la moitié des cas répertoriés ne sont pas directement liés à un aliment. L'événement marque passablement l'imaginaire de la population et représente un nouvel élan en termes d'intérêt de recherche en santé publique.
Depuis la dernière décennie, les analyses et les devis d'études visant à mieux comprendre ces phénomènes multicausals font preuve de raffinement et sophistication marquée. On voit ainsi paraître plusieurs nouveaux articles scientifiques en épidémiologie fondés sur des méthodes plus sophistiquées d'analyse, analyse multifactorielle, spatiale, multiniveau, bayésienne, retraçage des sources, épigénomique et autres. Cette conceptualisation du système présentant un nombre élevé de composantes, incluant plusieurs niveaux bactériens, individuels, populationnels, et parallèlement connectés les unes aux autres, est le schéma conceptuel admis ou sous-entendu parmi plusieurs groupes d'experts scientifiques actifs aujourd'hui. Malgré l'application des technologies et méthodes très sophistiquées, cette conceptualisation dite compliquée de la causalité repose toujours sur les mêmes prémices que celles énoncées pour les systèmes dits simples, soit la linéarité ou la multilinéarité des effets, des hiérarchies bien définies, et l'attente d'une explication complète d'un phénomène dans la décomposition de ses sous-systèmes influents. Même à un niveau très élevé de sophistication, incluant plusieurs facteurs et plusieurs relations, c'est le paradigme du réductionnisme et de la mécanique déterministe des phénomènes. Dans ce schéma, on présente en fait que le fameux E. coli producteur de virotoxines peut originer de plusieurs sources, que ces sources sont en relation entre elles et ayant des connexions redondantes, et qu'il n'y a pas vraiment de début et de fin à cette grande route de transmission. De plus, plusieurs de ces composantes sont en fait des sous-systèmes ayant leur propre dynamique et n'étant pas constantes dans le temps et l'espace. Finalement, la composante épidémiologique est elle-même influencée par des déterminants de plus grande échelle, tels que le climat, l'économie et la société. Le système de transmission de E. coli répond très vraisemblablement à une dynamique adaptive complexe. Mais qu'est-ce qu'un système complexe adaptif? D'abord, c'est un système, donc une unité collective, constituée d'agents qui, par interaction, amènent ce système à une certaine configuration, une certaine forme, que l'unité collective essaie de maintenir malgré un environnement continuellement changeant. Un système complexe, lui, n'exhibite plus exclusivement le comportement de ses agents individuels, mais un nouveau comportement émergent. Ce comportement provient du fait de la complexité du système. La propriété est donc inhérente à la forme du système. Parmi les caractéristiques fréquentes des systèmes complexes adaptifs, nous retrouvons des relations non linéaires, un nombre élevé de composantes en interaction, des retours d'action possibles, la présence de seuils, la présence possible de plusieurs phénomènes ou composantes agissant à plusieurs niveaux à la fois, des interactions adaptives, de l'auto-organisation à l'intérieur des composantes, une très haute sensibilité aux conditions initiales et quelquefois la présence d'événements quantiques. Voyons maintenant quelques illustrations de l'application des systèmes complexes et des systèmes complexes adaptifs en épidémiologie. Dans l'article Causal Thinking and Complex System Approach in Epidemiology, les auteurs nous présentent un exemple sur l'obésité. Ils nous présentent aussi un modèle d'utilisation des systèmes complexes dynamiques qui leur permettent de prendre en compte des effets à plusieurs niveaux et des interrelations entre les composantes qui caractérisent bien le schéma causal de l'obésité. Les auteurs finissent aussi par discuter quelques difficultés de l'application des systèmes complexes adaptifs en ce qui concerne le domaine des maladies non infectieuses. Dans l'article intitulé Conceptualizing Population Health from Mechanistic Thinking to Complexity Science, publié en 2011, l'auteur commence par présenter de façon comparative les méthodes et les approches mécaniques des caractéristiques des systèmes complexes adaptifs. L'auteur précise par la suite que les indicateurs de santé de population nous présentent des patrons qui sont en fait des propriétés émergentes du système. Ces patrons
se forment à l'aide d'un réseau complexe d'éléments causaux qui résulte de l'interaction entre plusieurs ensembles de sous-composantes interconnectées de façon dynamique. L'auteur présente aussi un exemple à propos des inégalités sociales qui sont associées aux inégalités de santé, qui, à leur tour, ont une conséquence très négative sur les inégalités sociales. Donc, un bel exemple de retour d'action positif dans l'effet du système. L'article intitulé An Agent-Based Approach for Modeling Dynamics of Contagious Disease Spread, publié en 2009, nous présente un bel exemple d'utilisation de la modélisation spatiale faisant appel à des agents. Ces agents sont des représentations informatiques virtuelles ayant la possibilité d'interagir entre eux selon des règles préétablies. L'objectif principal d'études de ce genre est d'observer certaines caractéristiques émergentes d'un système ouvert et non déterminé. Dans cette étude, les auteurs étaient particulièrement intéressés à simuler la transmission d'une maladie infectieuse et d'évaluer, par exemple, le ratio des populations susceptibles et infectieuses à différents temps de propagation de la maladie. L'événement quantique ou le changement quantique est aussi une caractéristique associée quelquefois au système complexe adaptif. En physique, un saut quantique est un changement brusque de l'état d'un système, de manière pratiquement instantanée. Cette dénomination fait allusion au constat que la nature viole en apparence un principe informel énoncé par Newton, le fait que la nature ne produit pas de bond ou de discontinuité. Dans l'article intitulé Embracing Chaos and Complexity, A Quantum Change for Public Health, les auteurs nous donnent un bel exemple de l'utilisation des systèmes complexes adaptifs adaptés aux changements comportementaux en santé publique. Les auteurs présument que les facteurs clés des changements comportementaux sont très souvent des événements quantiques et qu'ils ressemblent à des processus chaotiques très sensibles aux conditions initiales. La sensibilité aux conditions initiales est une caractéristique un peu plus connue des systèmes complexes et est spécifique à la théorie du chaos. La théorie du chaos existe depuis la fin du 19e siècle. Elle a attiré passablement l'attention au début des années 1960, en particulier par les travaux d'Edward Lorenz, spécialiste du climat au Massachusetts Institute of Technology, à Boston. C'est de ces explorations d'un monde dit chaotique que le grand public a retenu le concept du fameux effet papillon, selon lequel le battement d'ailes d'un papillon à un endroit de la planète est susceptible de générer un ouragan dans une autre partie du monde. D'autres phénomènes connus comme la guerre, la transmission des maladies et la gestion des grandes organisations ont été décrits comme étant très sensibles aux conditions initiales. Les phénomènes complexes adaptifs ne sont pas spécifiques au monde physique. Pour plusieurs auteurs, les organisations et les grandes entreprises devraient aussi être vues comme des systèmes complexes adaptifs. Un des auteurs les plus influents de la pensée complexe est sans nul doute Edgar Morin. La pensée complexe est un concept dont la première formulation date de 1982 et publié dans le livre Science avec conscience, qui exprime une forme de pensée acceptant les imbrications de chaque domaine de la pensée et la transdisciplinarité. Le terme de complexité est pris au sens étymologique, complexus, qui signifie ce qui est tissé ensemble dans un enchevêtrement entrelacé. Mais revenons maintenant à Walkerton. Dans un papier publié en 2001, l'auteur propose que plusieurs caractéristiques de cet événement peuvent être présentées en termes de systèmes complexes adaptifs. L'auteur ensuite spécule que des tentatives de simplifier des systèmes complexes, tels que le système de provision d'eau de consommation, peut en fait augmenter les risques de désastre, parce que la simplification des processus, très souvent, ignore des composantes qui stabilisaient ce même système. La complexité est non seulement décrite pour la gestion de fonctions de santé publique, mais aussi comme canevas pour mieux comprendre et influencer les différents processus de l'organisation. Selon l'auteur de cet ouvrage,
Complexity and Strategy in Public Health Systems, une meilleure maîtrise et une meilleure reconnaissance des caractéristiques complexes de l'organisation permet aux gestionnaires d'exercer un leadership beaucoup plus efficace. Il est aussi très intéressant de noter que le point central de l'application des systèmes complexes adaptifs au leadership des entreprises se base en grande partie sur une promotion du savoir transdisciplinaire et au pouvoir créatif des employés face aux enjeux organisationnels. En guise de conclusion, nous pourrions dire que les systèmes complexes adaptifs constituent un avancement notable dans notre façon de conceptualiser les systèmes épidémiologiques et les systèmes de gestion en santé publique. L'application des systèmes complexes adaptifs se base sur la prémisse que la grande majorité des systèmes épidémiologiques ne se comportent pas de façon aléatoire ou mécanique et que les facteurs constituant ces systèmes sont en fait hautement interactifs. En somme, en épidémiologie, la complexité nous permet d'avoir une notion beaucoup plus ouverte de la causalité. Finalement, une meilleure compréhension de la complexité dans les organisations nous permet d'assembler les conditions favorables à un meilleur leadership et une meilleure gestion des systèmes de cette organisation.